bonjour déjà à toutes et à tous pour ce 14e webinaire de la session du parcours Nouvelles pratiques philosophiques 2023-2024. Donc on accueille aujourd'hui Julia Orozco qui va nous parler de jeu théâtral et de philosophie. Juste une petite précision donc, pour le webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré, donc qui sera diffusé ensuite sur support NPP des nouvelles pratiques philosophiques, là, celui qu'on a créé ici et sur lequel vous retrouvez tous les webinaires enregistrés avec la chaîne YouTube partenaire sur laquelle en fait vous retrouverez aussi tous les webinaires du parcours de cette année, mais des précédents parcours qui ont été enregistrés et qui seront diffusés donc sur la chaîne YouTube. Donc ce webinaire sera aussi diffusé sur cette chaîne. Donc juste petite précision, ça veut dire que du coup, si vous laissez votre caméra allumée pendant le webinaire, bien évidemment, ce sera aussi enregistré. Donc, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, mais c'est juste pour vous prévenir, vous avertir que du coup, les vidéos vos visages apparaîtront dans la vidéo. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, c'est le 14e webinaire de cette session. Et je vais laisser la parole à Julia pour se présenter et puis présenter sa proposition pour aujourd'hui. Peut-être pour le partage d'écran, je vais arrêter le mien pour que Julia puisse prendre le relais de son côté si elle le souhaite, ou peut-être un petit peu après, c'est ça ce qu'on avait dit. Oui. Bon, Julia, je ferai ainsi, j'indiquerai en tout cas quand est-ce que j'aurai besoin en tout cas de voir tout le monde et à quel moment j'aurai besoin d'interactivité avec les participants. Parfait. Au webinaire. Eh bien, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup aussi Frédéric de m'avoir sollicité pour ce webinaire. Donc, je suis ravie de faire votre connaissance, de pouvoir animer ces 2 heures de webinaire autour d'un dispositif que j'ai mis en place qui s'intitule Socrate, philosophe de la rue. Donc, on va faire un moment où voilà, je vais vous présenter l'outil en tant que tel que j'ai utilisé dans mes groupes. Et on va faire aussi un moment test, expérimentation, mise en pratique de cet outil afin que vous puissiez en ressortir formé de cet outil et de pouvoir l'assimiler au mieux. Donc, je vais vous partager un diaporama, puis après, on va commencer au départ par un moment d'échange pour voir où on en est, une sorte d'état des lieux voilà, au niveau de vos pratiques, si certains ou certaines d'entre vous veulent partager leur expérience des outils qu'ils utilisent, en tout cas pendant leurs ateliers, et ensuite je vous présenterai l'outil à proprement parler. Donc déjà, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Julia Orozco. Donc j'ai été médiatrice à la Maison de la Philo de Romainville durant cette année. De 2016 à 2023. Donc, c'est durant ces années-là où j'ai vraiment pu innover, expérimenter, tester plein d'outils qui visent à démocratiser la philosophie auprès de tout type de public, qu'il soit jeune ou plus âgé. Après, là, cet outil, c'est un outil vraiment celui que je vais vous présenter, qui vise autant les plus jeunes que les un peu plus âgés, mais en tout cas, voilà, ce sera l'expression théâtrale qui sera mise en avant dans la démocratisation de la philosophie. Et donc, maintenant, je ne suis plus à la Maison de la Philo de Romainville puisque j'ai déménagé en Vendée, mais je reste à mon propre compte animatrice d'ateliers de philosophie, et ça, je le faisais déjà depuis 2019 à côté de la Maison de la Philo. Donc, je vais vous présenter le webinaire, les objectifs de ces 2 heures de webinaire. Donc, on va expérimenter un outil philosophique se basant sur l'expression théâtrale en incarnant Socrate et les passant sur la place de l'Agora. On va découvrir un dispositif qui ouvre au questionnement philosophique et qui illustre la pensée en mouvement, parce que la pensée, elle a une certaine plasticité, et de montrer qu'en quoi aussi le mouvement du corps peut aussi nous aider à philosopher.
en quoi on n'est pas forcément obligé de rester immobile sur une chaise, qu'on peut très bien faire de la philosophie à travers les mouvements, le geste, les déplacements. Donc on va aussi ensemble expérimenter et s'approprier avant tout un outil qui est ludique, qui relève de la sphère ludique, et méta-réflexif sur la philosophie. Donc en quoi aussi c'est un moyen, cet outil, de revenir sur ce que c'est la philosophie, présenter ce que c'est la philosophie, et d'apprécier la dimension théâtrale, donc comme voie d'incarnation de la culture philosophique. Donc comment on peut aussi transmettre la culture philosophique au-delà de sa pratique de la pensée, mais aussi de la culture, et dans la voie aussi d'expression des idées. Donc c'est à ce moment-là où je vais vous poser quelques petites questions avant de commencer vraiment avant de vous présenter l'outil, de faire un petit échange sur vous, comment vous présentez la philosophie, les ateliers de philosophie aux enfants. Est-ce que vos ateliers intègrent une dimension ludique, et si oui, sous quelle forme? Et vos ateliers intègrent-ils une transmission du savoir philosophique? Donc voilà, je suis un petit peu curieuse, et après on essaye de voir en quoi justement cet outil Socrate, philosophe de la rue, permet de répondre aussi à ces questions, à savoir composer une dimension ludique, d'introduire à la philosophie, et aussi transmettre un savoir philosophique. Donc, n'hésitez pas à lever la main avec il y a un petit outil là. Ah, voilà, Ève qui lève la main, parfait. Alors, je nomme les participants, ou Nicolas, c'est toi qui fais le président de séance? Ouais, je fais le président de séance. Ok, super. Ève, vous pouvez prendre la parole, allez-y, hein, je vous en prie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, très bien. Et ben moi, cette année, je suis enseignante en CE2 et je me suis formée aux ateliers de philo Axas. Donc, pour répondre aux questions, il n'y a pas forcément de transmission du savoir philosophique en tant que tel. Et c'est vraiment, on est en cercle et chaque élève peut participer ou non. Et donc, c'est pas spécialement ludique comme. Ça marche bien, mais c'est peut-être pas le mot ludique qui va bien. Mais en tout cas, les élèves apprécient beaucoup et il y a plein de choses qui en sortent. Donc, voilà. Ok. Et comment vous présentez la philosophie aux enfants? Comment vous introduisez justement ce qu'est un atelier de philosophie et la philosophie? On dit on leur pose la question d'abord pour eux, qu'est-ce que c'est la philosophie? Et après, la réponse qu'on dit, c'est de se dire que c'est de penser à des questions que les humains se sont toujours posées et posées. Et que voilà, on réfléchit à des questions où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. D'accord. Très bien. Merci du partage, Ève. On va écouter quelqu'un d'autre. Alors, il y avait Roswitha qui voulait aussi prendre la parole, donc allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro, Roswitha. Les autres, n'hésitez pas si vous souhaitez. Allez-y, Evelyne. Evelyne, oui, je vois Evelyne. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Comment je présente la philosophie? Eh bien, une fois, j'aurais présenté simplement, comme ça s'est dit avant, en leur disant ce qu'on fait dans un atelier de philosophie et ce qu'on ne fait pas. Et une fois, j'ai fait un atelier découverte qu'est-ce que la philosophie en utilisant notamment les outils bien connus de Julien et de Pauline Stavo avec la valise du philosophe et puis faire découvrir la façon de les servir et les questions philosophiques. Ah, mince! Ce que j'utilise en atelier de philo, moi j'utilise tout. Ça peut être, et ça peut passer par le corps, comme ça peut passer, qui va pouvoir initier une pensée réflexive et du questionnement. Donc ça va être des jeux, des films, mais voilà, il y a forcément souvent un jeu. Et pourquoi il y a souvent forcément un jeu? Parce que quand j'ai débuté, il y a un enfant qui était très jeune dans le groupe et qui m'a dit, Evelyne, est-ce qu'on va jouer? Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, ouais, il faut quand même que l'atelier ait une dimension ludique. Donc, j'ai revu ma position et souvent, il y a du jeu. Et l'année dernière, je me souviens, fin de l'année dernière, j'ai notamment fait un atelier sur le concept de la rencontre, que je trouvais un concept difficile, mais c'est moi qui l'avais choisi. Hein. Et là, on a utilisé des jeux théâtraux, plutôt ce qu'on fait nous en échauffement théâtral. Voilà.
commencer à réfléchir de ce que pouvait être une rencontre, et on a fini par un nuage conceptuel. Et ça a été un de mes plus beaux ateliers. Et ensuite, la troisième question… C'était celle sur la… J'ai repartagé mon écran justement pour que vous puissiez avoir les questions sous les yeux. Transmission du savoir philosophique, c'est absolument pas ma priorité. Disons, quand ils ont des pensées, des réflexions, des questionnements qui se réfèrent, j'ai envie de dire presque exactement à ce qu'on peut trouver dans la littérature, je leur fais remarquer, oui. Comme l'atelier sur la gourmandise, par exemple, où j'ai eu aussi bien la réflexion Brillat-Savarin, Simone de Beauvoir, Rousseau, enfin bon. Donc, à ce moment-là, je leur dis, mais je leur dis qu'il y a des philosophes qui ont dit un peu la même chose qu'eux. Mais j'insiste pas trop dessus. C'est pas mon but premier, mais je peux en parler. Donc, je peux parler de Socrate, de Platon, de Rousseau, mais il faut que ça s'y prête vraiment. Sinon, je préfère les laisser réfléchir. Je préfère les laisser dans leur discussion à eux. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Sinon, il y a Corinne. Corinne, Si ok. ouais, dans l'ordre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. Alors, je suis un petit peu comme Evelyne qui vient de parler là. Pour présenter les ateliers, j'ai utilisé la valise du philosophe, mais aussi j'ai utilisé tout simplement le fait de dire ce qu'on a dit au départ, la même chose, que c'est des questions que tout le monde se pose depuis que l'humanité existe. Et est-ce que j'introduis du ludique dans les ateliers? Oui, j'en introduis beaucoup. Je me suis formée avec, je me souviens plus de son nom, dans Phileas et Autobule. Enfin bref, ça reviendra. Et à Paris, elle est venue faire des ateliers philo, jeux à Paris. Est-ce que c'est Mélanie Olivier? Mélanie Olivier, voilà. Mélanie Olivier. Et puis j'utilise beaucoup la boîte à outils de Phileas et Autobule, Oui. où il y a vraiment, vraiment plein de jeux. Donc ça, c'est vraiment des supports que j'essaye d'essayer d'introduire, enfin que j'introduis pas forcément à tous les ateliers. Et puis j'utilise des livres, j'utilise des films, j'utilise donc des enquêtes. J'ai jamais utilisé le théâtre. Enfin, peut-être une fois sur des jeux de rôle, mais voilà. C'est pour ça que je suis là. Et puis la troisième question, c'est quoi? C'était sur le savoir philosophique. Est-ce que il y a une dimension où vous transmettez du savoir? Non. Non, il n'y a aucune dimension. Je ne suis pas moi-même philosophe. Je n'ai pas fait d'études de philosophie. Donc, ce que je peux te transmettre de temps en temps, ce sont, quand je prépare, que j'ai des citations, voilà, je transmets les citations en disant, voilà, ce monsieur, nanana, qui a existé il y a 300 ans, il a dit la même chose. Mais voilà, pas plus. Oui, d'accord. Sans que ça donne faim, sans qu'il y ait forcément un cours. Hein. Quand je dis que transmettre un savoir, c'est justement, est-ce qu'il y a des fois où vous introduisez un philosophe qui a parlé de ce concept-là, ou, enfin voilà, c'est pas forcément donner un cours de philosophie, oui. Oui, voilà, sans introduire un philosophe, mais juste leur dire que il y a des adultes qui ont pensé avant eux de la même manière. Voilà. D'accord. Ok, merci. Je crois qu'il n'y avait plus de mains levées. Non, par contre, dans le chat, il y avait Christelle qui nous dit pas d'approche vraiment ludique, plutôt questionnement, mais très intéressée par ces domaines. Pas de transmission du savoir philosophique, présentation de quelques phrases à trous de philosophes en fin d'atelier et en relation avec le thème. D'accord. Il y a quand même une dimension ludique quand on veut faire des petits introductions avec des citations à trous, etc. Hein, mais, alors, je crois qu'il y avait une main levée, une main qui vient de se lever là. Il y a Catherine et Sylvie aussi qui D'accord. veulent intervenir. Catherine, allez-y.
Oui, c'était plus après, à peu près en partageant pas mal de choses de ce qui a déjà été dit. Avec des petits CP, CE1, CE2, j'ai beaucoup introduit ces derniers temps à la marionnette, enfin une marionnette que j'ai décidé qui s'appelait Confucius, qui est un petit panda à vrai dire, mais voilà, on joue sur aussi la Chine, enfin voilà, on parle un peu du voyage qu'il a dû faire pour venir jusqu'à nous. Et du coup, je pars sur l'idée un peu des règles de l'atelier avec écouter l'homme qui a 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et puis Confucius, il revient à chaque atelier à partir du moment où il démarre la première séance. Après, c'est les enfants qui le rappellent. Et donc, il vient un peu introduire à chaque fois les ateliers sur la question du jour. Est-ce que, voilà, donc c'est un... Et je sens bien que ça accroche énormément leur attention. C'est vraiment un moyen très facile. Mais c'est vrai que je joue beaucoup sur la voix, enfin, j'exagère, je fais un peu le clown, quoi, avec ce personnage. Voilà, c'était en plus. Et je crois qu'il y avait Sylvie. Et Sylvie aussi, oui. Sylvie, allez-y. Vous pouvez activer votre micro. Pas tout le monde, pour tout le monde, apparemment, ça y est, du micro. Le micro est ouvert, là, vous m'entendez? Oui. Voilà, moi j'étais formée par Sève, donc on utilise effectivement énormément d'outils différents, mais pour introduire vraiment, j'aime bien faire vivre les personnages qui vont incarner en fait les habiletés de pensée. Alors j'ai mon tapis central, un petit peu comme Johanna nous a appris, hein, le tapis, c'est un tissu qui va varier, alors qui donne un climat. Là, on était sur les animaux et la nature. Bon, mon tapis représentait des arbres, des éléments végétaux. Et sur ce tapis, on va jouer, on va faire. Alors, en général, la première séance, j'ai mes 2 personnages qui sont cachés. C'est la chouette et Socrate, la marionnette de Socrate. Alors Socrate, lui, représente celui qui questionne tout le temps. Donc pareil, j'incarne, hein, je personnifie un petit peu le personnage. C'est récurrent pendant toute la séance. En fait, il intervient à chaque fois qu'il faut poser des questions. En fait, il va titiller. Il va être là un petit peu comme le thon, hein, qui titille les personnes pour aller jusqu'au bout de leur questionnement et formuler des questions. Et puis la chouette, elle va plutôt être celle qui va dire on est en plein bouillonnement là de réflexion, et bien on va se poser. On se pose et là on va prendre le temps de regarder nos pensées, de regarder notre cheminement et d'avancer, voilà, clairement, de reposer, de reformuler si nécessaire. Voilà, c'est la posture de réflexion. Hein. Et pareil, elle a sa voix à elle, enfin, j'essaie d'incarner les choses. Et petit à petit, alors c'était intéressant, là j'ai fait un cycle de 10 ateliers avec des petits CP, eh bien, ils prennent en main les personnages, c'est-à-dire que même les incarnent. Au bout d'un moment, au bout de certaines séances, à peu près à la 3e séance, déjà, il y en a un qui a voulu jouer le personnage de celui qui pose la question ou qui suscite la question chez l'autre, sollicite les questions dans l'ensemble de la communauté de recherche. Donc ça, c'est très, très intéressant parce qu'on est vraiment dans une dynamique de communauté de recherche où chacun s'approprie les outils au fur et à mesure qu'on avance dans les cycles d'ateliers. Oui. Sinon, je n'introduis pas forcément des philosophes, ou des citations de philosophes, mais là, sur Socrate, j'ai un peu raconté l'histoire de Socrate et comment il agissait finalement en se promenant dans la rue, interpellant les personnes pour justement les faire réfléchir sur leur vie, leur posture de vie. Et montrer que la philosophie, en fait, c'est transversal, ça habite notre vie et que avoir cette posture-là, c'est déjà être philosophe, quoi. Bon, je ne prends pas trop la parole. Non, mais c'est intéressant. On augmente l'implication des enfants, justement, Ouais. parce qu'on introduit un cadre déjà ludique, un cadre où ils doivent jouer le jeu. Et c'est ça, hein, la composante ludique. On prend plaisir aussi à jouer le jeu sérieusement, mais on joue le jeu. Et puis, le cadre est sécurisant. C'est-à-dire qu'on établit petit à petit, ils s'aperçoivent que le cadre est très sécurisant et qu'on peut libérer la parole dans ce cadre-là. Si chacun joue bien le jeu, justement, de respecter les règles. Voilà. Ok. Merci en tout cas pour vos partages. Bon, j'espère en tout cas que certains d'entre vous ont pu déjà se nourrir de vos échanges, de vos interventions.
Ça sert aussi un petit peu à ça. Puis moi, à mon tour de vous présenter un outil, justement, où on va retrouver certains de vos points, des points qui ont été évoqués parmi vous, où on incarne un personnage, on introduit justement Socrate, on adopte une posture justement de philosophe, on joue le jeu, et puis vous verrez qu'il y a à travers ça, du coup, une façon de s'approprier un moment de l'histoire de la philosophie, enfin en tout cas, introduire la jeunesse de la philosophie à travers ce dispositif. Alors, maintenant, je vais repartager mon écran. Ça me remet tout au début à chaque fois. Alors, cet outil, donc je vais vous le présenter, mais en fait, j'avais un petit livre sous la main aussi, et un livre qui pourrait vous intéresser si vous ne le connaissez pas. C'est Sagesse et malice de Socrate, le philosophe de la rue. Je ne sais pas s'il est encore commercialisé, mais en tout cas, il peut être, vous pouvez le retrouver d'occasion. Donc de Christian Roche, Jean-Jacques Barrière et Stéphane Blanquet aux éditions Albin Michel. Et donc, ce petit livre est super vraiment pour démocratiser, pour transmettre justement le savoir philosophique aux enfants. Donc voilà, je vous partage le résumé du livre. Donc c'est un livre voilà, qui parle de Socrate et il y a plusieurs dialogues, plusieurs chapitres, et chaque chapitre, c'est des dialogues de Socrate avec des passants, avec des différents interlocuteurs. Et donc, voilà, il y a le côté ironie socratique et puis voilà, sa maïeutique, le fait qu'il puisse faire accoucher les idées des différentes personnes qu'il rencontre. Et donc voilà, c'est des petites histoires sous forme de dialogue. Et donc, alors ces histoires, elles ont été soit imaginées ou reconstituées aussi fidèlement grâce aux écrits de Platon, parce qu'on sait que c'est Platon qui a... donc Socrate n'a jamais rien écrit, mais que c'est Platon, son élève, qui a retransmis les dialogues de Socrate. Et donc, voilà, comme je disais, on se plonge dans l'univers de la maïeutique socratique. La maïeutique, pour rappel, qui est l'art d'accoucher les idées. Parce que, alors lui, il parlait de faire accoucher les idées parce que la mère de Socrate était sage-femme. Et donc, lui, il s'est approprié ce terme de maïeutique en l'appliquant à la philosophie, au fait de faire accoucher les idées des autres, donc, à travers le questionnement. Donc voilà, c'est l'outil Socrate, philosophe de la rue. On va faire un peu comme dans le livre, on met en scène Socrate et ses dialogues sur la place de l'Agora, donc une place publique athénienne où avaient lieu toutes les réunions publiques, les débats en société. Donc cet outil, Socrate, philosophe de la rue, c'est un outil qui permet d'illustrer concrètement l'histoire de la philosophie, en incarnant un personnage central de la philosophie, donc à savoir Socrate, et ce qui facilite l'assimilation, la vulgarisation par la mise en pratique. Donc c'est la première fois en fait que j'ai utilisé ce dispositif. En fait, je l'ai fait sans, enfin je l'ai un peu improvisé. J'étais en train de parler de Socrate et justement je présentais une affiche, c'est ce qu'on fait souvent à la maison de la philo, on présente des affiches de questions aux enfants. Puis là c'était une affiche cette fois-ci de citation avec le portrait de Socrate dessiné. Et puis voilà, c'était lié à un thème sur par exemple la connaissance de soi. Et donc je leur ai expliqué, voilà, je leur introduisais qui était Socrate. Et alors, pour que les enfants puissent un peu plus se faire l'idée de comment faisait Socrate pour faire de la philosophie, comment est née la philosophie, quelle est sa genèse, eh bien, on l'a incarné. C'est là d'où est venue cette idée d'outil, c'est comment, voilà, essayer de faire comprendre ce que c'est la philosophie dans la vie de tous les jours, comment elle a débuté innocemment, on va dire, en interpellant les passants dans la rue. Et donc, justement, on parlait de la dimension ludique tout à l'heure, c'est faire du questionnement philosophique
une activité amusante et ludique. Parce que souvent, au premier atelier, c'est pour ça que je vous demandais aussi comment vous présentez ce que c'est la philosophie, un atelier de philosophie. Souvent, on dit, bah, c'est des questions qu'on se pose, etc. Mais disons que certains enfants ont un peu la résistance de se dire, enfin voilà, quand on leur dit est-ce que vous vous posez des questions, certains vont dire bah non, 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 enfin voilà, il y a ce côté où ils sentent qu'ils vont pas faire forcément quelque chose de très ludique quand ils vont faire de la philosophie, alors qu'au contraire, on va essayer de créer justement une appétence du fait de penser, de se questionner. Et donc cet outil il peut être intéressant justement pour rendre la philosophie attrayante à hauteur des enfants en tout cas. Donc ça augmente l'implication, la motivation des enfants dans l'activité d'une pensée en mouvement qui n'est pas réduite à l'immobilité du corps. Donc c'est parce que voilà, la philosophie, elle évolue, il y a la pensée se manifeste à travers plein de gestes. C'est intéressant de voir aussi en quoi elle traverse aussi notre corps. Et donc, je parlais aussi tout à l'heure du jeu, qui est une affaire qu'on prend au sérieux. C'est-à-dire que quand on fait un jeu de société, quand on décide de jouer tous ensemble, bah, il y a des règles en commun. Sinon, bah, on ne peut pas jouer. Sinon, le jeu ne peut pas être mis en place si les règles ne sont pas respectées, les règles du jeu. Donc, c'est aussi un outil qui permet voilà, de montrer la multiplicité et la progressivité du questionnement philosophique. Donc, parce qu'on voit qu'au début, il y a une question, peut-être que celle-ci peut faire naître d'autres questions. C'est un peu le projet de Socrate aussi dans la philosophie, c'est en quoi cette question, ben, elle peut ouvrir à une réponse, mais que cette réponse aussi a ses limites et qu'il est intéressant justement d'essayer de penser autrement, d'essayer de réinterroger cette réponse qui vient d'être donnée. Et en fait, on s'aperçoit, alors j'entendais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, moi je dirais qu'il y a une multiplicité des réponses possibles, en tout cas en philosophie, puisque elles ont toutes des limites qu'il est intéressant, en tout cas, d'interroger. Donc, c'est un outil aussi. Alors, on parlait de cycle d'atelier, mais c'est un outil justement qui ne peut être utilisé en atelier one-shot, enfin, difficilement parce que il permet d'apprécier justement l'évolution des ateliers philo, ou aussi la naissance des ateliers philo, du cycle qui va être mis en place. Donc, on peut l'utiliser à plusieurs moments stratégiques d'un cycle d'atelier. Donc, on peut l'utiliser en premier atelier, donc pour initier au simple questionnement. Là, on n'est pas forcément sur un questionnement purement philosophique, mais on entraîne les enfants à se questionner. On vient faire naître en eux les premiers questionnements. C'est justement, tout à l'heure, je vous parlais de cette résistance parfois chez certains enfants qui ne veulent pas se prêter au jeu du fait de se questionner. Ben là, ils sont dans un jeu, donc ils sont obligés de jouer le jeu. Ils s'impliquent. Et puisqu'ils incarnent ce personnage qui questionne, ils veulent bien jouer le jeu. Donc, ils commencent à questionner. Et donc, c'est aussi un moment où on va pouvoir aussi créer ensemble les thématiques qui vont suivre au cours de ce cycle d'atelier, donc de récolter leurs questions philosophiques, s'il y en a quelques-unes. En tout cas, s'il y a certains thèmes qui se dégagent, de pouvoir faire de ce moment un moment de récolte de questions. Ça peut être mis aussi en place en milieu de cycle. La première fois que je l'ai mis en place, c'était justement en plein milieu de cycle. C'était pour... on en était à cette thématique sur la connaissance de soi et à parler de Socrate. Et donc, ça peut être aussi un moment où on va pouvoir distinguer ce que c'est la dimension philosophique des questions des autres types de questions, des questions d'un autre ordre. De voir qu'il y a des questions qui sont plutôt historiques, scientifiques, et d'autres qui sont plutôt philosophiques, et voir en quoi ces questions philosophiques, elles amènent plusieurs réponses, en tout cas. On peut y répondre de plusieurs manières. Et ça peut être aussi mis en place en bilan de cycle, et ça fonctionne très bien en bilan de cycle, justement, pour voir, voilà, comment le questionnement philosophique, comment le dialogue philosophique, il a été assimilé, comment les enfants arrivent à mener un dialogue de façon autonome en ayant intégré les règles de discussion, mais aussi de revenir sur des thématiques souvent
ils sont assez libres, hein, je ne leur donne pas une thématique à questionner lors de ce dispositif. C'est eux vraiment qui choisissent la question qu'ils veulent poser. Et souvent, c'est des questions qu'on avait déjà abordées lors des précédentes séances. Et là, on s'aperçoit que justement, il y avait des choses qu'ils avaient un peu digérées de cette discussion voilà, ultérieure, et qu'il y avait d'autres questions qui se posaient ou qui voulaient aller plus loin, qu'ils y avaient encore pensé, en fait, en ressortant de cet atelier, et que là, ils souhaitent remettre, on va dire, voilà, réinterroger et aller un peu plus loin en profondeur. Donc, voilà pour la présentation, enfin en tout cas de cet outil. Donc, au niveau de sa mise en place. Donc, pour le matériel, donc pour préparer déjà le dispositif, on a besoin de matériel et aussi d'avoir un espace aménagé, en tout cas, enfin, aménager un espace assez délimité pour pouvoir le mettre en place. Donc, au niveau du matériel, on va utiliser un bâton de parole. Donc, moi, j'utilise mon petit bâton de parole en main. Et puis, on va utiliser quelques petits accessoires pour identifier Socrate. Donc là, j'ai mis une fausse barbe, une toge, une veste, quelque chose en tout cas qui matérialise qui est Socrate. Ou alors, on parlait tout à l'heure de la marionnette Socrate. Moi, j'ai fait une petite marionnette à la main, voilà, qui tient le bâton de parole entre les mains, justement, pour le faire parler. Si à un moment, il y a un enfant, enfin, il y a des fois des enfants qui ont du mal à incarner d'eux-mêmes des idées, des fois, la marionnette, ça permet justement la marionnette est un outil de médiation justement de sa propre pensée et des fois permet d'être un peu moins angoissé pour certains enfants qui ont du mal à prendre la parole. Et donc, voilà, le bâton de parole, il va circuler, donc il est important pour identifier l'interlocuteur en jeu, donc celui qui a la parole. Donc, au niveau de l'espace, donc il faut délimiter un espace de circulation entre les enfants. Donc, une salle de classe, c'est très bien parce que on aménage on pousse les tables et on aménage les tables de sorte à qu'elles puissent faire un cercle. Enfin, voilà. Donc, pas trop étroit pour justement essayer d'imiter les passants. Et pas trop spacieux non plus parce qu'une fois je l'ai mis en place en extérieur, il a fallu mettre du coup des plots, etc. parce que sinon les enfants vont trop loin ou ne s'entendent pas suffisamment, ou le groupe ne fait plus groupe. Et donc voilà, là je vais vous présenter les consignes que je présente aux enfants, justement. Mais que, alors, juste pour vous faire une petite précision, c'est que ce dispositif, il est tout à fait adaptable au groupe que vous avez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rigidité dans forcément la consigne sur la mise en place, parce que chaque groupe est différent, les âges sont différents. L'idée, c'est de s'approprier cet outil pour qu'après, vous puissiez l'adapter selon le groupe que vous avez. Donc, on va déjà présenter le contexte donc, qui est Socrate. Donc, avec un petit préambule, Socrate était un grand philosophe de l'Antiquité grecque qui a vécu il y a plus de 2500 ans, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, souvent, ils sont impressionnés par ce nombre d'années que la philosophie a traversé et qui est toujours sur le tapis. Donc, on dit que Socrate se rendait quotidiennement sur la place de l'Agora, donc on leur présente ce que c'est l'Agora, un lieu où se déroulaient toutes les réunions publiques de la ville d'Athènes. Donc, on peut donner des exemples. On peut leur dire, là, il y avait des débats politiques, il y avait des spectacles, il y avait plein de choses qui permettaient aux gens de se mettre en place, plein de choses qui pouvaient être mises en place, où les réunions pouvaient être mises en place ensemble avec d'autres citoyens. Mais voilà, au milieu de cette place, il y avait Socrate, qui était songeur. Il est sans cesse préoccupé par ses pensées et ces questions qui le travaillaient. Donc, il interpellait à longueur de journée les passants athéniens pour trouver des réponses aux grandes questions de la vie. Ces questions qui nous traversent, nous tous, en tant qu'êtres humains. Donc là, ensuite, on leur dit quel rôle ils ont à jouer, eux, donc les participants. Vous êtes des Athéniens qui se promènent sur l'agora. Vous allez donc marcher à travers la salle, silencieusement,
Et l'un d'entre vous est Socrate et tient le bâton de parole en main. Donc Socrate doit poser une question à l'ensemble du groupe. Donc on peut leur donner un exemple voilà, d'une question qu'on peut poser à l'ensemble du groupe. Et les autres, les passants, vous devez réfléchir et lever le doigt si vous le souhaitez pour répondre à Socrate. Donc on ne leur dit pas de tous lever le doigt ou de tous... Voilà, c'est comme quand on est en situation d'atelier philo. On lève la main quand on a une idée, quelque chose, en tout cas, à partager à l'ensemble du groupe. Donc Socrate, lui, va choisir un passant qui souhaite répondre et va lui transmettre le bâton de parole. Donc là, il va lui donner la parole. Donc le passant en possession du bâton de parole répond à la question de Socrate. Ensuite, il aura un choix entre deux choses à faire, deux actions. Soit donner le bâton de parole à d'autres enfants qui souhaitent prendre la parole pour répondre, voilà, pour continuer à discuter sur cette question, parce qu'elle intéresse, parce que les enfants ont envie d'y répondre, soit de devenir à son tour un Socrate et poser une question qui devra, de manière souhaitable, donc si possible, être liée à la précédente. Si c'est une question qui parle de justice, de continuer en tout cas à interroger cette notion de justice, par exemple, afin qu'on puisse aussi être cohérent dans nos interventions. Après, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les enfants veulent poser une autre question, mais ils sont assez libres sur la tournure que prendra aussi le jeu, et c'est comme ça qu'ils vont évaluer aussi ce qui fonctionne le plus dans la discussion. Et souvent, comment dire, le thème restera le même. D'expérience, ce que j'ai pu constater, c'est que le thème reste le même parce que justement, ça leur fait naître une nouvelle question. On en parlait tout à l'heure. C'est qu'une question, une réponse pour tenter pour tenter de proposer une idée, mais qui peut faire naître une autre question sur cette thématique. Et donc, il y aura des règles aussi à respecter. Donc là, au-delà du fait de jouer le jeu, il y aura aussi un cadre à respecter. Donc quand Socrate pose une question, tout le monde s'arrête d'un coup. Ils aiment bien aussi, on peut leur dire, vous faites les statues, le monde se fige. Il y a une question, le monde se fige. Et donc pour interpeller le groupe, pour savoir quand le monde se fige, Socrate devra énoncer « Je me pose une question » à voix haute. Et donc, quand on a le bâton de parole, qu'on soit Socrate ou un passant qui répond, on parle aussi bien fort pour s'assurer d'être bien entendu, pour que tout le monde puisse être impliqué dans notre intervention, dans notre idée. Parce que, on parlait de l'écoute qui est qui est très importante au cours d'un atelier. L'écoute est primordiale pour répondre et rebondir aux idées des autres aussi. Là, je vous montre un petit exemple, un petit schéma. Donc, Socrate qui est matérialisé en orange. Donc, lui, donc là, les passants athéniens sont en train de se déplacer dans la salle. Socrate peut être sur le côté, au milieu, peu importe. Et d'un coup, il va prendre la parole. Il pourra lever le bâton de parole en l'air s'il veut, lever sa marionnette et énoncer cette phrase « Je me pose une question ». Tout le monde s'arrête, écoute la question de Socrate, et Socrate énonce sa question. Les autres nous empêchent-ils d'être libres? Donc les passants athéniens, eux, prennent un petit temps pour réfléchir. Le monde se fige vraiment pour aussi faire germer les idées en soi. Et donc quelques passants qui sont en bleu, coloriés en bleu, lèvent la main pour répondre à Socrate. Et donc Socrate choisit quelqu'un au hasard, parmi ceux qui ont levé le doigt, comme j'ai dit tout à l'heure, un passant athénien, et donc qui va prendre la parole et répondre justement à Socrate. Non, c'est nous qui menons notre propre vie, ce qu'on veut faire plus tard, peu importe ce qu'en pensent les autres. Donc là, il a le bâton en main, ce passant athénien, mais il devient à nouveau là Socrate. Donc il passe en orange, parce qu'il a une nouvelle question qui vient de naître en lui,
toujours sur la liberté, hein, mais est-ce qu'un adulte est plus libre qu'un enfant? Et donc, il va donner le bâton de parole à un autre passant athénien. Donc, entre les deux, les passants athéniens vont pouvoir recirculer. Et donc, c'est là où il pourra redire à son tour, je me pose une question. Et donc, c'est là où il va poser la question, est-ce qu'un adulte est plus libre qu'un enfant? Et là, donc tout le monde s'arrête à nouveau, et il y a un autre passant qui dit, oui, un adulte peut vivre seul, se coucher à l'heure qu'il veut, sortir où il veut. Et puis, il n'a pas forcément une question en lui, il reste le passant qui a répondu, et il dit, j'aimerais écouter en tout cas quelqu'un d'autre. Et donc, il va donner le bâton de parole à quelqu'un d'autre qui lève la main. Et qui va, par exemple, contre-argumenter, qui va dire un adulte n'est pas forcément plus libre. Il doit, par exemple, payer son loyer, travailler pour se nourrir, s'occuper de ses enfants, etc. Donc, j'espère en tout cas que vous avez réussi à assimiler ces règles-là, parce qu'on va faire maintenant un petit atelier de mise en pratique de ce dispositif. Est-ce qu'il y avait avant cela des questions? Donc, je vais d'abord je vais peut-être prendre vos questions et ensuite donc arrêter le partage, voilà. Et voir si vous avez des questions. J'ai une main levée de Cédric. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. La question que je me posais, c'était la place de l'animateur là-dedans. Quel degré d'autonomie est laissé aux enfants dans cette activité et à quel moment il intervient ou pas pour cadrer un petit peu les échanges et s'assurer de leur caractère philosophique? Oui, alors, l'adulte reste garant du cadre, en tout cas, s'il respecte bien les règles du jeu, il reste là. Il peut être, alors, ça dépend en fait à quel moment on veut mettre en place cet outil, comme je disais, si c'était en début de cycle ou à la fin. Si c'est à la fin, évidemment, l'adulte sera peut-être moins présent, il sera moins dans l'ingérence parce que on évalue aussi le fait d'intérioriser ces règles de discussion, cette autonomie justement de la discussion. Après, pour évaluer les caractères philosophiques ou pas, on peut les reprendre aussi, leur dire, si ça se passe justement à la fin d'un cycle d'atelier, de dire, voilà, est-ce que Socrate là a posé une question qui vous paraît philosophique? Ou peut-être que les enfants vont eux-mêmes le dire de même, moi, j'ai pas l'impression que c'est une question philosophique. Si on avait déjà introduit lors d'un atelier précédent ce que c'était une question philosophique. Après, voilà, si c'est un premier atelier, on va pas forcément voir si l'échange est philosophique. On essaye d'être déjà dans une... on fait cet outil pour intégrer justement le questionnement, faire naître le questionnement et l'interactivité du dialogue. Voilà, de manière générale. J'espère avoir répondu. Oui, très bien, merci. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, je vais on va pouvoir le tester. Il y a une autre main levée, je crois. Non, c'est Cédric. Non, il y avait des questions dans le chat sur voilà, comment être sûr que la parole circule entre tous les élèves ou que se passe-t-il si Socrate ne pose pas une question philosophique. D'accord, là du coup j'ai répondu voilà, à Cédric. On va pouvoir le tester. Je vais vous présenter les règles, en tout cas nous de notre côté. Alors on va pas pouvoir le faire debout en circulant, donc on va s'adapter à la situation du visio. Et voilà, je compte sur vous pour être les participants. Donc on est nombreux. Vous n'êtes pas tous obligés de participer, mais c'est bien que certains et certaines d'entre vous puissent jouer le jeu comme font les enfants. Voilà, à votre tour. Donc l'un d'entre vous va être Socrate. Donc je vous invite déjà à réfléchir à une question qui vous travaille sans cesse. Donc là, je vous ai présenté déjà le contexte, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai donné les consignes.
en disant que celles et ceux qui souhaitent répondre vont lever la main, donc en appuyant sur lever la main, en cliquant sur lever la main sur Teams. Et donc Socrate désignera le ou la participante parmi les mains levées. Donc vous donnerez le prénom ou enfin, voilà, de celui ou celle que vous souhaitez interroger. Et donc devra répondre à la question posée. Et il faut toujours répondre à la question posée, en tout cas, si on souhaite prendre la parole. Dès qu'on lève la main, on répond. Et ensuite, soit poser une nouvelle question, une fois qu'on a répondu, soit poser une nouvelle question, qui est la progression de cette question à laquelle on vient de répondre, en énonçant « j'ai à mon tour une nouvelle question » ou « je me pose une nouvelle question » ou « moi aussi je me pose une question ». Ou soit donner la parole à quelqu'un d'autre en refaisant ces étapes-là. J'aimerais écouter quelqu'un d'autre. Alors, ça c'est après. Hop. Est-ce que vous avez eu le temps de voir, d'intégrer ces règles? Je vous donne quelques secondes déjà pour le premier Socrate, la première personne qui veut prendre la parole et poser une question. Alors, on a Catherine et Cédric qui veulent... Ok, Nicolas, si tu veux bien être le président de séance pour nommer en premier le Socrate, je te laisse le choix. Alors, on a Catherine, Cédric et Evelyne. On va faire dans l'ordre d'arrivée, hein, on va dire Catherine. Allez, Catherine, tu te lances. Alors, je me pose une question. C'est quoi le courage? Donc maintenant, Socrate, donc Catherine, vous devrez nommer quelqu'un qui souhaite répondre, donc quelqu'un qui a une main levée. Qui souhaite répondre? Alors, je ne vois pas bien les prénoms, enfin les noms. Ce que vous pouvez faire, c'est lever la main, en tout cas ceux qui souhaitent répondre. Et moi, je pourrais donner les prénoms de chacun et Catherine choisira. Donc, on a Cédric qui souhaite répondre pour le moment. Eh bien, peut-être... Ah non, c'était Si, c'était bon. Alors, je donne le bâton de parole à Cédric. Bien, alors je dirais que le courage, c'est quand on surmonte sa peur. Et j'aimerais écouter quelqu'un d'autre. Donc, Cédric, tu vas donner la parole à quelqu'un d'autre dans ce cas. D'accord. Alors, c'est pareil, je ne vois qu'une partie limitée des... Donc, n'hésitez pas à lever la main avec la petite icône. Donc, qui était la question de départ de Catherine, c'est quoi le courage? Et donc, j'ai répondu que c'était surmonter sa peur. Et là, je passe le bâton de parole à qui veut bien. Qui veut bien répondre à la question? Ah, je vois une main levée, mais je ne sais pas qui c'est. Ah, Légoni. Légoni. Allez-y, Légoni, hein, si vous voulez activer votre micro. Je n'aime pas l'activation du micro. Sinon, on a Evelyne qui souhaite aussi répondre. Moi, je poserai la question à Cédric. Je lui dirais donc quelqu'un qui n'a jamais peur n'est pas courageux. D'accord. Et est-ce que tu te poses une nouvelle question ou est-ce que tu veux écouter quelqu'un d'autre? J'aimerais bien avoir une réponse à ma question, donc je veux bien écouter quelqu'un d'autre. Ok. Alors, juste pour donner la parole à Légoni, qui du coup ne pouvait pas l'activer avec son micro. Elle nous dit, donc je me pose une nouvelle question, le courage empêche-t-il de vivre? Ça fait deux questions du coup en suspens. D'accord. Et on a quelqu'un d'autre qui nous dit, le courage c'est de faire quelque chose en dépassant ses peurs. Voilà, donc ça rejoint ce qui a été dit. Très bien. Alors, je propose déjà, alors, qui était la dernière personne qui était intervenue? C'était... C'est moi et j'avais dit... Evelyne.
Oui, Oui. et moi, j'avais donc dit, d'après ce que disait Cédric, on pouvait donc peut-être en conclure que quelqu'un qui n'avait jamais peur n'était pas courageux. Est-ce toujours vrai? Est-ce toujours vrai que quelqu'un qui n'a jamais peur n'est pas Alors, courageux, c'est ça? Alors, J'ai je mal reprends entendu, pardon. un peu du début. Cédric a dit, le courage, c'est de surmonter ses peurs. Ouais. Je réponds, donc, est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui n'a jamais peur n'a pas de courage? Ok. Je vous laisse peut-être donner la parole à Légonie, qui pourrait éventuellement répondre à cette question, nous l'écrire. L'écrire? Oui, parce qu'elle n'a pas de micro. D'accord. Pour ensuite qu'elle puisse poser à son tour sa question. Ah oui, il y a eu beaucoup de réponses dans le chat, en fait. D'un coup. Je vais faire mon micro. Je ne suis plus à jour sur le chat. Euh, Ou est-ce tu- qu'on tu veux- peut donner la parole à quelqu'un qui a peut-être un micro aussi? Ce sera peut-être plus pratique. Oui, alors, il y avait Patricia qui levait la main tout à Patricia, depuis un l'heure. moment, ouais. Mais si elle, donc, Patricia, si vous voulez répondre, allez-y. Oui, pour moi, le courage, c'est peut-être une force qui nous pousse à aller au-delà du danger. D'accord. Et par rapport à la question d'Evelyne, qu'est-ce que vous pourriez en répondre? Sa question, c'est quelqu'un qui n'a jamais peur n'est pas courageux, c'est ça? Est-ce que pour autant, ouais, quelqu'un qui n'a pas peur, jamais peur n'est... Voilà. Difficile à Je répondre. n'ai pas de réponse à cette question. J'ai besoin d'un temps supplémentaire pour réfléchir à cette question. Ok. Je trouve surprend beaucoup, mais... Très bien. Bon. Est-ce que vous souhaitez donner la parole à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lève la main? Alors, quelqu'un qui n'a pas encore parlé, on a Sylvie qui lève la main. La question se pose du courageux. Non, Est-ce que c'est être courageux pour soi-même, se reconnaître en tant que courageux, ou est-ce que c'est les autres qui vous reconnaissent en tant que courageux face à un danger? Parce que moi, je me pose la question, si quelqu'un n'a jamais peur, c'est peut-être pas pour autant qu'il n'est pas courageux vis-à-vis des autres. Les autres vont peut-être le percevoir comme étant courageux face à un danger qui serait objectif, qui serait reconnu comme étant un réel danger. Je sais pas, c'est un peu tordu, mais bon. C'est pas forcément tordu. C'est être courageux vis-à-vis, qui va donner le... Voilà, est-ce que c'est soi-même, on se ressent comme étant courageux, même si on n'a pas peur, ou est-ce que ce sont les autres qui vont vous reconnaître comme étant courageux parce que vous avez affronté un danger qui est objectif pour tous, quoi. Ça rejoint un peu la connaissance de soi, oui. Voilà. Oui, c'est ça. L'idée, elle est là, oui. Est-ce que quelqu'un, justement, voudrait bien répondre à la question de Sylvie? Qu'elle puisse donner le bâton de parole. Moi? Mais j'ai déjà parlé. On peut reprendre la parole. Hein. Il y a Martine aussi, je crois. Martine, oui. Martine, oui. Moi, je répondrais à Sylvie que je pense les deux. On peut être courageux par rapport au regard qu'on porte sur soi-même, mais souvent, c'est les autres qui nous évaluent. Mais néanmoins, la première chose qui devrait être importante, c'est comment nous, on se regarde et comment on évalue si on est courageux ou pas. Mais voilà, sans le regard des autres. Après, moi, je poserais une question. Est-ce qu'il est possible de ne jamais avoir peur? Oui. Oui. On voit des visages qui acquiescent cette question. C'est une bonne question excellent. pour certaines et certains. Qui voudrait répondre, justement? Donc, je vais donner la parole. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas trop qui lève la main. J'en vois qu'une. On avait des mains levées, mais peut-être par rapport à ce qui était dit avant. En tout cas, on a toujours Evelyne qui a la main levée. Je vais interroger Evelyne. Alors, je demande à Evelyne de répondre à ma question. Evelyne, vous êtes Socrate. Est-ce qu'il est possible de ne jamais avoir peur?
peut-être qu'il y a une différence entre le courage et la témérité. Est-ce que on dit d'une personne téméraire qu'elle ne voit pas le danger? C'est pour ça que j'aurais discuté tout à l'heure avec Sylvie, mais c'est plus le propos de la question d'être un danger observé de façon objective. Si soi-même on n'a pas peur, on ne peut pas être objectif sur la notion de danger. Et c'est peut-être la définition d'une personne téméraire, quelqu'un qui ne voit pas le danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas aux yeux des autres, mais voilà, c'est peut-être ça la définition de quelqu'un qui n'a jamais peur, quelqu'un qui ne voit pas le danger. Ok. Et Donc- je n'ai pas d'autres questions et je passe la parole à quelqu'un qui pourrait éventuellement me contredire, mais je ne vois pas. Vous contredire ou en tout cas qui aurait également une idée à partager à ce sujet. Alors, on a quelqu'un dans le chat qui nous dit je pense que la peur est évolutive en fonction des événements de notre vie. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite justement réagir par rapport à ça? Je crois qu'il y a Catherine. Alors, c'est un peu rapide, du coup, je voulais réagir juste avant, c'est-à-dire à l'idée qu'on aurait la peur, ce serait, enfin, quelqu'un qui n'aurait pas peur, ce serait quelqu'un qui serait téméraire. Il y aurait des gens qui n'auraient jamais peur. Et je me demandais si la témérité n'excluait pas quand même d'avoir peur, c'est-à-dire on peut être téméraire sur certaines choses, par exemple être capable d'aller escalader un mur de 150 mètres, mais pour autant on peut quand même avoir peur peut-être de regarder en face ses propres démons ou son passé ou des choses difficiles ou l'inverse. Enfin, en gros, je me continue de me dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée que je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui puissent n'avoir peur de rien. Voilà. Pour autant, la témérité, c'est pour moi, c'est une explication, mais d'une part voilà, d'une partie du fait de ne pas avoir peur, de se cacher parfois le danger et la peur qui pourrait aller avec. Mais par ailleurs, je ne crois pas qu'un être humain puisse ne pas ressentir de peur, jamais, à aucun moment, à aucun endroit de sa vie. Voilà. Alors ça rejoint peut-être finalement ce qui a été dit avant, sur l'idée que ça dépend du contexte ou peut-être au long de la vie que ça évolue. Ok. Est-ce que vous avez une nouvelle question? Ou est-ce que vous souhaitez entendre quelqu'un d'autre? Non, mais alors je veux bien creuser le fil de départ, du coup. Donc je me pose cette nouvelle question. Est-ce que le courage peut être utile? Alors pardon, non. En fait, c'est l'inverse que je voulais demander. Est-ce que le fait de ne pas avoir de courage ou de manquer de courage peut être intéressant ou utile? Et donc, je vais donner la parole à... C'est une question, en tout cas. Enfin, là, je réagis, mais normalement, l'animateur ne réagit pas à cette question. On laisse le groupe en toute autonomie, mais en tout cas, qui est pas mal, justement, parce qu'elle permet de... Elle n'est pas trop orientée vers un oui ou un non. Elle permet, justement, enfin, de ne pas faire consensus. Donc là, j'espère qu'il y aura des mains levées. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je vais essayer. Alors, est-ce que le fait de manquer de courage peut être utile, peut être intéressant? On a besoin d'un 1, 2, 3 pensées, là. Bah, là, vous circulez dans la salle, hein, en attendant. C'est normal. C'est pour ça Blandine qui lève la main. Qu'il y a les enfants qui recirculent dans la salle, le temps, justement, aussi de pouvoir réfléchir. Moi, j'ai envie de répondre que, effectivement, le fait de manquer de courage peut être utile pour ne pas se mettre en danger. Là, qui est-ce qui parlait? C'était Martine? Blandine. Blandine, pardon. Ok. Et Blandine, est-ce que vous avez une question à nouveau ou est-ce que vous souhaitez écouter quelqu'un d'autre? Je veux bien écouter quelqu'un d'autre. Alors, je crois qu'on va donner la parole à Martine. Oui, mais pas de chance, j'avais la même réflexion. Je pense que le courage, de manquer de courage, c'est pour sauver sa vie.
C'est un instinct de survie, des fois, de manquer de courage. Mais je voudrais bien qu'il y ait d'autres gens qui interviennent sur… voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Très bien. Ouais, moi, je vais répondre aussi, si je peux, enfin, si on veut bien me donner la parole. Je pense que ça peut être aussi utile pour éprouver de l'empathie, comprendre. C'est pas quand on est courageux, on peut ne pas comprendre que quelqu'un manque de courage ou soit pas à la hauteur d'une situation. Quand on en manque, on peut comprendre justement pourquoi on en manque, semble-t-il. Donc ça peut être utile aussi pour mieux comprendre l'autre parfois, peut-être. Est-ce que, Nicolas, tu te poses une question ou est-ce que tu souhaites écouter quelqu'un d'autre? Je veux bien écouter quelqu'un d'autre encore s'il y a d'autres réponses, parce que je pense que la question est complexe, enfin elle est large en tout cas. Alors on a Cédric. Oui, je pense que le manque de courage, lorsqu'il se voit de façon manifeste, il peut aussi susciter la solidarité de la part des autres et donc créer une relation d'aide. Et j'ai pas de nouvelles questions, donc si quelqu'un d'autre s'exprimer sur le sujet. Donc Cédric voudrait écouter quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a Evelyne qui a levé la main. Oui, moi je dirais que le manque de courage, si on observe son propre manque de courage, ça dit quelque chose de soi. Donc on peut apprendre de soi aussi quand on manque dans des situations où on manque de courage. Ok. Y a-t-il une nouvelle question ou alors est-ce que vous souhaitez écouter quelqu'un d'autre? Moi j'ai posé une nouvelle question. Allez. Est-il moral de manquer de courage? Et c'est pas à moi de passer la main, si. On fait germer déjà les réponses. Et les mains levées. On a Blandine Jeanne qui souhaite répondre, ou en tout cas peut-être apporter une réponse à cette question d'Evelyne. On ne vous entend pas, Jeanne. Est-ce que vous avez activé le micro? Nous, on a Martine aussi qui levait la main. Martine, on vous écoute. Hop, mon micro. Alors moi, je ne sais pas si c'est moral. En tout cas, pour moi, ce n'est pas immoral, c'est sûr. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait pas de moralité dans le courage. C'est quelque chose qu'on développe en soi, une peur qu'on a en soi. Ça peut soigner, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas immoral. Ce n'est pas une question de lâcheté, d'être manqué de courage. Ça va dépendre de sa vie, ça va dépendre de plein de choses. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moral, mais en tout cas, ce n'est pas immoral. Ok. Et je voudrais bien entendre quelqu'un d'autre. Alors, Jeanne qui a toujours la main levée, mais je ne sais pas si du coup elle peut activer son micro. Ah, répondez dans le chat, Jeanne, hein, si vous voulez. D'accord, Jeanne vient de répondre. Donc, je ne sais pas trop par rapport au moral, mais je me disais que c'était une question d'éducation. Donc, ça peut être une nouvelle question que vous vous posez, vous. Jeanne, est-ce que le courage est aussi une question d'éducation? Fait d'avoir du courage ou de manquer de courage? Est-ce que c'est ça ce que j'ai compris? Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, en tout cas d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole sur cette question? On a Martine et Evelyne. Alors Martine. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'éducation. Je pense que c'est une question de personnalité. Et je pense que ce n'est pas une question d'éducation. On n'éduque pas un enfant avec du courage ou pas. C'est plutôt un environnement qui fait qu'il peut manquer de courage parce qu'il peut manquer de sécurité. Mais ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question d'environnement. Alors, ça peut être un environnement familial ou un environnement social. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on peut manquer de courage, mais pas d'éducation. Par contre, on peut éduquer au courage si on a la conscience de ça, et là, avoir une démarche d'éduquer au courage. Mais au départ, c'est en soi, je pense, voilà, qu'on est plus apte à avoir du courage ou pas. C'est notre personnalité. Un enfant qui est timide, qui est réservé à une personne, elle va peut-être être plus fragile par rapport à ça, plus d'insécurité en elle, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas poser de questions parce que je pense qu'elle est intéressante comme question. Je vais laisser d'autres gens s'exprimer. Merci. Merci. Evelyne, du coup, peut-être. Alors, moi, je voulais dire déjà la réponse avant précédente, j'ai adoré cette réponse. Et je voulais répondre un peu la même chose, mais en rajoutant un autre truc. Je pense qu'effectivement, ça ne dépend pas forcément de l'éducation, ça dépend plutôt du contexte, comme vient de le dire Martine. Et je pense que c'est profondément humain de manquer de courage, en tout cas par moment et selon le contexte.
On va donner la parole. Alors, est-ce que vous avez une nouvelle question? Est-ce que vous souhaitez entendre quelqu'un d'autre sur cette question de l'éducation? Non, peut-être entendre quelqu'un d'autre sur cette même question. Ouais. On a Patricia. Bon, voilà. Bonjour à tous, j'ai pris les choses en route parce que j'animais, je suis formatrice dans le réseau Canopé, j'animais un webinaire jusqu'à 15 h, donc je viens de prendre la conversation en route. J'écoutais ce qui s'est dit au niveau de l'éducation. Si on se dit qu'on peut avoir reçu une éducation dans laquelle on nous incite à être courageux dans plein de situations, est-ce qu'à un moment donné, on va s'autoriser à ne pas avoir de courage, en fait, et voilà. Donc là, c'est une nouvelle question. Oui, un peu, oui. Eh bien, vous allez donner la parole, donc dans l'ordre. On a Sylvie et Martine, a priori, sur cette. Ok. Juste pour information, on se laisse encore 2 minutes pour faire, pour tester l'outil, et puis après, on va devoir s'arrêter pour échanger, en tout cas, parmi ceux qui n'ont pas pris la parole, mais qui n'ont pas participé en tant que tel, mais en tant qu'observateur, et puis aussi parmi celles et ceux qui en ont fait l'expérience là. Donc on s'est dit auprès de Sylvie, c'est ça? Oui, alors en fait, les questions qui ont été posées à la suite là, de la mienne, par rapport à la morale et à l'éducation, je trouve que ça revient un petit peu à ma formulation première, c'est-à-dire que c'est bien une affaire de reconnaissance sociale, et que cette notion de courage, finalement, ce concept de courage, il dépend vraiment de l'entourage, alors plus ou moins proche, ça peut être familial ou social, ou plus élargi, hein. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un peu, on revient à cette dépendance-là. Souhaitez-vous écouter quelqu'un d'autre ou vous posez-vous une nouvelle question? Eh bien, je veux bien écouter quelqu'un d'autre. Donc, on avait Nathalie aussi, Martine. Nathalie, je crois qu'on n'a pas entendu encore, donc ce serait intéressant. Souvent, dans mes ateliers, je priorise les personnes qu'on n'a pas encore entendues. Voilà. Bonjour, merci de me donner la parole. Et donc, en effet, Sylvie, moi, je te rejoins, où j'ai envie de dire, c'est aussi culturel, puisqu'on peut imaginer que dans certaines ethnies où on a pu voir des rituels de passage à l'adolescence, où on demande à des jeunes de faire des choses qui paraissent complètement folles, qui paraissent mettre leur vie en péril. Et d'un autre côté, nous ici en France, si tout le monde est en France aujourd'hui, quand on voit des gens faire du hors-piste à la montagne, pour certains ils sont courageux, mais en même temps, ou des surfeurs qui sortent des jours de tempête, ils risquent de mettre en danger les sauveteurs qui peut-être auront besoin d'aller les chercher. Donc là, finalement, c'est là où je reviens sur le côté moral, ce serait presque immoral. Ils sont courageux d'un côté parce qu'ils sont prêts à défier la mort ou à défier les éléments, et pourtant, par les conséquences de ce qu'ils font, les conséquences peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'aller les sauver, mais peut-être qu'ils mettront d'autres personnes en danger, et donc là, ça deviendrait immoral. Okay. Voilà. Très bien. Je pense qu'on peut s'arrêter sur votre intervention, Nathalie. Ouais. Merci. Ah ouais, merci Nathalie, c'était super. Voilà, génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. C'est pas évident en tout cas de reproduire cet outil en visio, parce que normalement, comme je vous le disais, on se déplace. Donc il y a au niveau de la temporalité quelque chose de différent qui entre en jeu, parce que quand un enfant réfléchit, on incite les autres enfants, en tout cas, à aller circuler dans l'espace, le temps qu'ils puissent faire naître, par exemple, une nouvelle question, ou, enfin voilà, on peut à tout à chacun décider quand est-ce que les enfants peuvent repartir et déambuler dans l'espace.
Je vais vous partager quelques petites questions. D'autres, alors vous allez encore parler, mais là c'est pour faire un petit retour justement sur cette expérience. Donc de la part de celles et ceux qui ont expérimenté l'outil, mais aussi des observateurs, observatrices. Donc je vous fais voir juste les questions que je vous pose. Voilà, alors voilà, si vous aviez un retour critique vis-à-vis de cet outil, sachant que tous ces outils-là sont adaptables, enfin, à perfectionner, il n'y a rien qui est figé en tout cas. Il peut y avoir des continuités de cet outil aussi. Donc aussi, voilà, comme je disais, des pistes d'amélioration hein, à suite de votre partage d'expérience. Et puis, est-ce que vous comptez, suite à cela, réutiliser ce dispositif au cours d'un atelier? Est-ce que vous vous dites que c'est peut-être intéressant de mettre ça en place auprès des groupes que vous avez? Là, dans l'ordre des mains levées, on a Evelyne, Catherine, ouais. Nathalie et Cédric et Martine. Voilà. Donc, ok, on va dire, on vous écoute. Evelyne. Evelyne. Alors, moi, comme critique objective, là, tout de suite, maintenant, j'en ai pas tant que ça, si ce n'est que, bon, alors je sais qu'on n'a pas déambulé, qu'on n'était pas dans une salle. Je pense qu'il faut que les règles et les consignes soient bien intégrées et bien comprises dès le départ. Donc, je pense qu'il faut s'y arrêter un petit moment avant la prise de l'activité pour être sûr que tout le monde a bien compris. Soit je repose une question, soit je veux que quelqu'un complète ma pensée, etc., etc. Donc, parce qu'on a vu que nous, on cafouillait un petit peu, on ne savait pas trop. Mais comme ça, j'ai pas de. C'est trop à chaud. Bon, on y attend. Ce qui m'intéresse dans le dispositif, alors c'est pas neutre parce que je suis une théâtreuse et que ça fait un moment que ça me travaille de vouloir faire des ateliers philo-théâtre, mais dans ce sens-là. Donc moi, c'est un outil qui m'intéresse parce que j'aimerais bien. En fait, faire un atelier philo-théâtre, pour moi, ça serait faire ce genre de choses et faire écrire la discussion sous forme de dialogue après par les enfants ou par les jeunes. Et de toute façon, je ne pourrais pas faire ça seule, j'en suis bien consciente. Ce qui me plaît aussi dans le dispositif, donc ce dispositif, à mon avis, se collerait bien à ce genre d'activité, au théâtre, hein, dans un atelier théâtre, et pour lui donner une autre dimension. Et ce que j'aime bien dans ce dispositif, c'est que ça m'a fait immédiatement penser au fait que la promenade, la déambulation favorise la pensée. C'est-à-dire que là, on parle de Socrate qui se baladait, qui posait ses questions et qui piquait tout le monde comme un thon. Mais moi, je pense à Rousseau, par exemple, qui aimait bien aller se balader. Je pense à des savants comme Einstein qui ne pouvaient pas s'empêcher d'aller se balader dans son jardin quand il butait sur un truc. Et je pense à moi l'hiver qui ne sort pas de chez moi et qui me dit tu ferais bien d'aller faire un tour pour penser mieux. Mais je ne suis pas Einstein. Mais ceci étant, voilà, il y a beaucoup d'écrivains et de savants qui ont parlé de la vertu de la promenade et de la déambulation pour trouver des idées de génie. Disney, Einstein, enfin tous ces gens-là, voilà, étaient attachés à ça. Et rien que ce petit symbole-là, je trouve que le dispositif est assez sympa quand même. Oui. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de dispositifs de randonnée philosophique qui germent également. Hein. Oui, oui. On voit, enfin, il y a pas mal d'ouvrages de philosophie sur la marche, justement. Oui. C'est une activité aussi philosophique. Tout à fait. Je crois que dans l'ordre. Merci pour ce partage. On va écouter Catherine, je crois que c'est Catherine. C'est ça. Ouais. Alors, d'une part, je m'interrogeais sur. J'avais envie de le faire là vendredi parce que j'ai une classe entière. Et en même temps, je ne suis pas la enseignante, je suis une animatrice. Je les vois de temps en temps, mais c'est sur la formation d'enseignants en fait. Et j'ai un peu peur de prendre le risque d'y aller un peu trop la fleur au fusil avec une classe entière. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. En effet, selon le groupe. Moi, je l'utilisais beaucoup avec des groupes qui n'étaient pas forcément des groupes classe entière, en fait, des demi-groupes, des ateliers périscolaires. Donc, ce n'est pas forcément des classes entières, c'était aussi des ateliers à la Maison de la Philo, des ateliers où ils étaient 12 participants. Mais après, tout dépend en effet de l'effet, enfin voilà, de nombre en tout cas.
qui peut être compliqué, en effet, à gérer. Après, voilà, hein, quand on a 1 heure d'atelier, ce dispositif-là, il peut être, au début, on peut avoir du mal au début à le calibrer, mais après, c'est intériorisé, comme les règles d'un nouveau jeu de société. Au début, on fait des parties pour du beurre, quoi. pour que les participants puissent justement saisir les règles. Au début, ils sont pas sûrs, ils cafouillent un peu, comme on disait tout à l'heure. Et après, ils comprennent, ils assimilent les règles, mais il faut un temps, oui, justement, pour tester, retester le dispositif, l'imprégner. Comme quand on fait des ateliers philo, qu'on se lance pour la première fois, ben, c'est pas forcément le premier atelier le plus réussi, mais en pratiquant, on arrivera plus justement à maîtriser. Donc, on peut se lancer quand même. C'est ça. Ok. Merci Catherine. Je crois qu'il y a Nathalie. Nathalie, Oui. Cédric, c'est ça. Ouais, au début, c'était un petit peu difficile de suivre l'avancée des questions, parce que je restais concentrée sur la question d'avant, Oui. sur laquelle je réfléchissais. Donc, je me dis que finalement, les enfants, ça va demander aussi du temps, ça va demander un petit peu de temps pour réussir à faire ça. Et puis aussi, dans le coup, enfin, ça, c'est pour les critiques, mais je pense que j'ai l'impression que ça doit provoquer une frustration encore un petit peu plus forte quand on passe à une autre question et qu'on avait envie de dire quelque chose, mais qu'on ne peut pas le dire parce qu'on a changé de question. Est-ce qu'on revient des fois sur une question? Alors, il se peut, oui, qu'ils veuillent reposer la même question. Après, c'est aussi l'enjeu de la philosophie, des ateliers de philosophie, c'est de montrer la progression d'une réflexion. On entre en profondeur, on fait le tour de la question. Et justement, c'est aussi apprendre à avoir ces frustrations-là on ne peut pas prendre tout le temps la parole, il faut la partager aux autres. On ne peut pas, tout le temps revenir sur une idée précédente. C'est comme en atelier de philosophie, on évolue et on pose de nouvelles questions et il faut avancer ensemble. C'est dans l'idée aussi d'avancer ensemble avec le groupe. Ok, très bien. Donc voilà. Après, oui, des fois ça peut être un petit peu impromptu. Enfin, je sais pas, un peu de passer tout de suite à une autre question sans qu'on n'ait pas fait proposer plusieurs réponses possibles. Ce qui fait que certains, justement, utilisent habilement leur parole en reposant une question qu'ils souhaitaient répondre. Enfin, voilà. Mais pourquoi pas, puisque c'est eux qui donnent la direction aussi. Hein, oui. Voir en quoi ça évolue au cours de l'atelier. C'est signe qu'il faut être d'autant plus attentif pour... Mais dans le coup, j'ai très très envie de l'essayer. Par contre, ce que je pense que ça va être, ce sera tout à fait approprié pour des classes de 5e. Oui. Parce que j'ai vu cette année c'était un petit peu compliqué de rester attentif et assis pendant l'heure. Et donc là, je pense que ce sera un bon compromis, enfin un bon moyen de bouger et en même temps être dans ce partage et cette réflexion. Par contre, ça va nécessiter de s'entraîner avant. C'est sûr et certain. Mais on n'est pas obligé de faire cet outil sur 1 heure complète. Des fois, ça peut être, comme tout type de jeu. Des fois, on peut se lasser au bout d'1 heure, de 30 minutes. Je trouve que c'est déjà bien. Et on parlait tout à l'heure aussi de l'utilisation de savoir si ces questions sont philosophiques ou pas, comment savoir si on est dans de la philosophie, de reprendre peut-être, nous, en tant qu'animateurs, les questions qui ont été posées, et à la fin, de faire, faire se déplacer, qui pensait que cette question-là qui a été posée est philosophique, revenir en tout cas sur un autre jeu, que ça puisse être aussi impulsé, quelque chose d'autre, être repris ensuite, voilà. Et juste une question, vous avez des secrétaires ou quelqu'un qui note, des volontaires qui prennent en note en même temps, ou est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'animatrice qui le fait comme je disais, c'est adaptable, en fonction du groupe qu'on a. Justement, si on parlait tout à l'heure d'un groupe où ils étaient nombreux, un groupe classe, on peut prendre quelqu'un qui souhaite être le secrétaire ou journaliste. Lui donner un rôle peut-être
voilà, qui puisse être assez cohérent avec les autres rôles aussi qu'il y a. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'on puisse déléguer un rôle comme ça aussi en plus. Hein. Merci beaucoup. Merci aussi. Je crois qu'il y a Cédric qui voulait prendre la parole dans l'ordre. Ouais. Oui. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir permis de vivre l'expérience. Hein. C'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, moi, je suis avec un public de grands enfants, hein, puisque j'enseigne au lycée, donc je fais des terminales, des premières, parfois des secondes aussi. Mais je trouve, voilà, justement, je suis à la recherche de méthodes d'enseignement un petit peu alternatives. Et je trouve que l'outil est intéressant à plusieurs points de vue. D'abord par le côté ludique qu'il apporte. Le fait d'incarner un personnage, c'est ludique et du coup, ça permet de plus facilement de susciter une participation. Hein, parce que voilà, jusqu'en terminale, voilà, il reste des enfants et le plaisir de jouer, c'est toujours un plus quand on est là. Il ne sera jamais bébé. Ça, c'est sûr. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est justement l'aspect du mouvement. Parce que c'est vrai que les élèves sont tout le temps assis en permanence. Et alors, je ne suis pas certain qu'on pense mieux assis ou en mouvement, mais je pense qu'on pense différemment et que c'est intéressant justement de varier ces deux manières de se tenir. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait que Socrate philosophait en marchant et parlait de Rousseau aussi, mais on a aussi cette anecdote sur Socrate dans le banquet où, à un moment donné, il se tient immobile toute une nuit parce qu'il réfléchit à une question. Donc, il y a aussi l'idée que l'immobilité est favorable aussi à la pensée. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'explorer aussi ce que le mouvement peut permettre de produire comme pensée différente, comme à titre d'expérience. Okay. Sinon, je trouve aussi intéressant le fait d'incarner un rôle. Ça permet peut-être, comme un masque, finalement, plus facilement de se risquer à une prise de parole en se disant, bon, je le fais comme si. Et du coup, on se sent peut-être moins jugé, moins exposé au regard des autres. Oui. On entre peut-être moins dans une sphère trop... Enfin, pour eux, pour certains, prendre la parole et dire ce qu'on pense directement, ça peut être des fois avoir un côté intrusif pour certains. Hein. C'est entrer aussi dans une sorte d'intimité, même si on insiste sur le côté universel de la philosophie. Mais il y a quand même une pensée qui nous appartient. Et c'est, voilà, certains utilisent la marionnette où justement incarner un rôle permet aussi d'avoir une médiation entre soi et justement, et c'est son idée, quoi. Tout à fait. Après, si je peux aussi dire ce que je vois des limites de l'exercice, il me semble que cependant, l'alternance de questions et de réponses, ce qui manque, c'est les arguments en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'exigence aussi de produire des arguments, on a juste voilà, des opinions. Du coup, c'est vrai qu'en philosophie, on cherche à avoir quelque chose de plus qu'une simple opinion. Et là, voilà, ce manque d'arguments fait que ça reste peut-être trop de l'ordre du bavardage. Et ensuite, le fait de permettre à chaque intervenant de poser une nouvelle question, ça risque de perdre le fil, d'éparpiller un petit peu la réflexion. Et au bout d'un moment, on ne sait plus trop où on en est, je trouve. On est un petit peu perdu au milieu de toutes ces questions. Il y a une surabondance de questions et on est un petit peu perdu. Et enfin, une dernière remarque au sujet de la manière dont j'ai vécu l'exercice, la difficulté que j'y vois. Je trouve qu'il est difficile de répondre en sachant qu'on va devoir ensuite poser aussi une question. C'est-à-dire qu'on doit anticiper deux opérations mentales qui ne sont pas évidentes, qui sont l'une répondre et l'autre formuler une nouvelle question. Et je trouve que c'est très difficile d'associer ces deux opérations. Voilà, je m'arrête là. Ok, mais en tout cas, en voie d'amélioration, enfin, dans piste d'amélioration, ce qui serait intéressant, en effet, sur le travail d'argumentation, c'est de décliner aussi sous forme d'exercice d'argumentation, c'est-à-dire qu'il y a Socrate qui pose une question et qui voudrait écouter plusieurs arguments, et là, on essaye vraiment de poser la question, est-ce que c'est un argument recevable, etc. Enfin, voilà, essayer de l'adapter aussi en fonction de ça, de faire en sorte d'être axé beaucoup plus sur l'argumentation, en effet, que sur de la question-réponse. Donc voilà, comme je disais, c'était aussi, c'est en fonction de aussi l'âge, à quel moment vous mettez ça en place aussi dans le cycle d'atelier. Si c'est juste pour initier au questionnement
et l'interactivité, le dialogue philosophique, ou si c'est pour être un peu plus en profondeur dans la philosophie. Donc c'est bien de le mettre vers la fin du cycle, justement, où on revient justement sur des questions qui ont été peut-être abordées, qu'ils avaient déjà en eux, et qui, enfin voilà, ce qui permet de faciliter un peu plus l'exercice, en effet, aussi. Ouais. Ok, merci de ce partage, Cédric. Alors, on va se donner jusqu'à 40 pour faire cet échange de... Oui, il y a beaucoup de ouais, réactions. c'est pour ça que là, je limite un peu au niveau du temps, pardon. Donc, on avait Martine après. Dans l'ordre, Martine, d'accord. Catherine, est-ce qu'elle s'exprimait? Catherine, alors, je ne sais plus. pardon. Oui. Moi, je vais dire un petit peu ce qui a été dit, mais j'avais craint au début que ça tourne que sur des questions et sans trop de réponses, sans trop d'argumentation. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, mais en même temps, ça a évolué. Et du coup, je trouve que le jeu, il a commencé à évoluer, qu'il y a eu de plus en plus de questions. Moi, j'ai fait un atelier Axas il n'y a pas longtemps, justement, on avait remarqué ça, que plus ça allait dans le tour, plus ça évoluait, plus ça... Voilà. Je trouvais ça très intéressant. Après, je me dis, ça peut être aussi un premier comme un milieu d'atelier, parce qu'un premier, ça peut être aussi pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger, pour... je ne sais pas, lors d'un premier, dans le mouvement, il y a quelque chose qui se fait qui est différent de quand on reste statique dans un groupe de jeunes, c'est plus difficile, quoi. Après, moi, je me dirais que je vais l'utiliser, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je pense que sur certains, je leur préparerai quelques questions. Je leur proposerai quelques questions déjà pour que ça démarre et qu'on ne passe pas trop de temps dans l'inaction à chercher, parce que c'est pas évident de leur demander tout de suite à eux de poser des questions, alors que d'habitude c'est plutôt à nous c'est nous qui le faisons. Donc je pense que je proposerai je sais pas, un panel du genre 10 questions, et le premier Socrate choisira dans quelle orientation il veut aller. Et après, juste pour le dernier, je dirais qu'à la fin, je ferai bien une récap de toutes les questions pour qu'il y ait un constat de l'évolution de la discussion, pour qu'ils puissent revenir là-dessus et se dire « Ah oui, effectivement, on est parti de cette première question, on est arrivé sur une autre question qui a engendré une autre question, tout ça. » Et de même, pour eux, voir qu'en fin de compte, ce n'était pas qu'une promenade, mais c'est aussi une évolution réflexive. Et voilà, je crois que je ferai une récap et je leur montrerai que l'évolution, tout ce qu'ils ont produit pendant cet atelier. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a Marie qui était observatrice, en tout cas, je crois. Donc, que je veux bien entendre aussi quelqu'un qui n'a pas forcément expérimenté, mais qui a observé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Parfait. Alors oui, oui, j'étais observatrice, c'était ça. Bien, c'était très intéressant comme exercice. En fait, là, je suis en formation pour être professeur des écoles, donc à l'INSP. Et j'ai eu des petits groupes d'élèves et je pense que ce serait vraiment hyper intéressant d'intégrer ça à mon mémoire et quand je serai en stage aussi l'année prochaine. Et au niveau des questions, j'aurais éventuellement 2 questions. La première étant, est-ce qu'il serait judicieux ou envisageable d'ajouter une ambiance musicale au concept, ou est-ce que ça risque de disperser les élèves? Moi, je ne l'aurais pas mis, non, mais parce que il y a quelque chose qui foisonne déjà un peu. Il y a le geste, le fait de bouger. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se produit assez actif. Et le bruit peut être, enfin, en tout cas, l'ambiance musicale peut être un peu parasite, justement, pour suivre justement les idées. Moi, j'aurais pas. Après, ça dépend quel type de musique aussi, hein, mais. Oui, c'est vrai. Mais à tester, enfin, franchement, parce que moi, je dirais que non, parce que je ne l'ai pas testé avec la musique, mais on peut tester avec ou sans, et ça permettrait d'apprécier si ça fonctionne ou pas. Hein, d'accord, merci. Ensuite, pour la deuxième question, j'aurais demandé comment adapter ce dispositif pour les élèves qui sont en besoin particulier. En besoin particulier, c'est-à-dire qu'il y aurait... qui rencontrent des difficultés de mémorisation ou autre. Au niveau du langage, par exemple? Oui, par exemple, aussi. Après, comme je disais, ça pouvait être... Alors, au-delà de l'aspect profondeur d'une question philosophique, d'une discussion philosophique, ça peut être juste le moment où
on s'entraîne juste à un geste de pensée, en fait, au questionnement. C'est juste ça. Ou, enfin voilà, et au débat, à la discussion, à l'interaction. Ça peut être ça aussi, quoi. Sans qu'on soit forcément dans creuser un thème particulier, on peut déjà voilà, le faire innocemment, comme je disais, comme un exercice où de questionnement avant de pouvoir après mener des ateliers où on va être un peu plus en profondeur au fur et à mesure. Mais voilà, oui, si ça peut être adapté comme ça, justement, ça peut être décliné en tout cas. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bon, je pense que... Alors, je suis désolée pour les autres mains levées. J'aurais pris... Enfin, en tout cas, j'aurais bien aimé vous écouter, mais j'ai d'autres petites choses à vous dire, à vous présenter. Et donc, on va repasser à partage d'écran, à mon diapo. Ah, il y a aussi des questions dans le chat. À la rigueur, on pourra les envoyer et peut-être y répondre dans un second temps, mais... D'accord. Surtout sur le. Voilà, à la toute fin, pour ceux qui. Ouais, voilà. D'accord, ok, ça marche. Allez, c'est parti. Mais c'était juste pour faire aussi un lien entre ce dispositif et les enjeux, les courants de la philosophie pour enfants, en quoi ça peut faire écho aussi aux différents courants, aux différents dispositifs déjà mis en place de philosophie pour enfants. Donc déjà, on est dans la création d'une communauté de recherche philosophique, donc parce qu'on part des questions des enfants, et ce sont eux qui dicteront le sens que prendra le cheminement de leur réflexion. C'est eux qui guideront la réflexion. Et donc, on insiste sur le fait que ce sont des sortes d'explorateurs, des chercheurs, et donc que toutes ces questions, on l'a vu, il y a une évolution, elles vont se spécialiser au fur et à mesure, elles vont gagner en profondeur aussi. Et donc, on part aussi de l'idée que le groupe fait corps, en fait, on avance ensemble dans la discussion. C'est-à-dire que on passe à une autre question, on y va ensemble et on avance ensemble, et tant pis si on a justement, on parlait de frustration, mais tant pis si on a cette frustration, justement, parce que on est dans du collectif, on est dans une sorte de jeu coopératif, en quelque sorte, où le but, en fait, du jeu, c'est d'avancer ensemble. De progresser ensemble dans la réflexion. Donc ça peut faire écho déjà voilà, à la CRP de Lippmann, mais aussi à... donc on parlait des ateliers Axas, mais du coup au courant de philosophie présentée par Lévin, au niveau de l'autonomie du dialogue philosophique. Là, en fait, je me suis un petit peu ingérée parce que dans le visio, c'est compliqué au niveau de l'interactivité, de présenter, enfin de distribuer la parole, mais là, elle se fait entre les enfants, la distribution de la parole. Et donc, l'adulte, il ne s'ingère pas dans la discussion, mais par contre, il est là pour quand même veiller au respect du cadre et des règles du jeu. Si les règles ne sont pas bien assimilées, on les rappelle, comme quand on commence à jouer à un jeu de société, comme je disais tout à l'heure, ou qu'on doit répéter une scène de théâtre. Au début, c'est balbutiant, au début, on n'intègre pas tout, mais à force, on mémorise les règles et on joue le jeu. Donc c'est avec, voilà, comme je disais tout à l'heure, les enfants sont autonomes dans les questions qu'ils choisissent, le cheminement des idées. Et donc, voilà, comme je disais, ils intériorisent, ils se régulent d'eux-mêmes parce que le jeu ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner en fait s'il ne respecte pas ce cadre, s'il ne répond pas aux enjeux du débat, donc autour de l'écoute, du respect des prises de parole. Et donc, on se déplace, je le disais tout à l'heure, c'est faire aussi... faire corps avec le collectif, mais on se déplace du jeu monologique. J'ai envie qu'on réponde à mes questions, au nous dialogique, c'est-à-dire qu'on avance ensemble, on intègre aussi les idées des autres dans nos propres interventions, dans nos propres idées. C'est-à-dire que la question d'un tel m'a fait naître une nouvelle question, m'a fait naître une réponse, et cette réponse peut-être... J'en ai trouvé aussi une limite et je me questionne à ce sujet. Et donc, on parle aussi d'éducation à la citoyenneté dans ce dispositif parce que
chacun, justement, a son rôle, a un rôle. Personne n'est mis de côté, c'est-à-dire que soit on est Socrate, soit on est passant athénien. Mais dans tous les cas, voilà, on assure l'un des deux rôles, où on peut être aussi secrétaire, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut introduire d'autres rôles encore, mais on est actif dans la discussion. Et donc, justement, cette mise en scène théâtrale, c'est un moyen de reproduire un dispositif démocratique par la mise en scène de citoyens athéniens qui débattent sur la place publique de l'Agora. Donc là, on se met dans une situation où on est des citoyens. On reproduit un peu le monde des adultes qui va débattre sur la place publique, et donc on va s'apercevoir que les enfants ont aussi vont avoir les mêmes gestes de pensée que ces citoyens athéniens. Et donc aussi, on exerce parmi ces gestes de pensée la conceptualisation. J'entendais la première question, c'était qu'est-ce que le courage? On peut faire, dans les interventions, on entend des distinctions conceptuelles, donc on conceptualise. On peut aussi argumenter. Alors, tout à l'heure, dans les retours, en effet, on n'est pas dans de l'argumentation pure. Alors là, on ne s'est pas dit, bon, on va faire juste de l'argumentation, mais tout de même, les enfants, les participants vont justifier leurs idées, pas juste dire oui ou non, et puis passer le bâton de parole, vont quand même défendre leurs idées, et justifier leur idée à l'aide d'un argument. Et voilà, quand ils souhaitent entendre quelqu'un d'autre, c'est aussi dans l'espoir de pouvoir avoir une contre-argumentation aussi, ou quelqu'un qui va appuyer son argument. Et on est aussi dans une visée de problématisation, c'est-à-dire que le fait que telle réponse va me faire naître une autre question, c'est parce que justement on parlait des limites, elle a une limite, cette réponse, cette première question aussi qu'on se posait a une limite et va me faire naître en moi une autre question parce que j'ai ciblé une limite dans ces interventions. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'apport ludique de la philosophie pour enfants parce que la mise en scène, le théâtre, c'est un moyen, justement, c'est un outil assez ludique pour expérimenter la philosophie avec les enfants. Et donc, de voir en quoi il y a quelques apports, justement, pour la jeunesse. Parce que jouer, c'est une activité qui est connue dans leur univers et qui est associée à la définition de plaisir. Il y a une visée hédoniste du fait de jouer. Donc, de rendre la démarche philosophique plus accessible à tous, donc de la démocratiser, de réussir à la vulgariser suffisamment. Et donc comme je disais aussi tout à l'heure, il y a une visée hédoniste par le plaisir de philosopher. Donc là, je vous ai donné une citation d'Aline Mignon dans le jeu comme marque de fabrique du pôle philo, le pôle philo qui est rattaché aussi à Phileas et Autobulle, au magazine de philo pour enfants, et qui est belge et qui propose des outils d'animation, en tout cas philosophiques, en tout cas pour rendre la philosophie accessible pour les plus jeunes, pour tout public en tout cas. Et donc, quand on fait une mise en scène, en tout cas, on offre un contexte qui amène aussi à développer un rapport critique au monde et à mettre en pratique la pensée. Donc, on part du concret pour penser l'abstrait. On est en mise en situation, concrètement, mais ça nous aide aussi à penser de manière abstraite. On parlait tout à l'heure des bienfaits de la marche, justement, pour penser l'abstrait de la philosophie, en tout cas. Moi, c'est tout ce que j'avais, en tout cas, à vous présenter sur cet outil. Je crois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des retours à me faire ou des questions. Je veux bien vous écouter. Je crois que j'ai toujours le partage d'écran que je vais enlever. Ça ne doit pas être agréable à voir. Voilà, c'est mieux. Alors, je reprends un petit peu dans le chat par rapport à ce qui était évoqué sur le dispositif. Donc, je remonte un petit peu en amont. Alors, il y avait Eve qui nous demandait, mais je pense que tu y as répondu en partie.
combien de temps prévoir pour ce dispositif. Et c'était assez variable en fonction des… Oui. Après, il y a une durée d'attention du jeu en tant que tel. Et que l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il n'a pas de fin en tant que tel. C'est qu'on peut s'arrêter quand on veut. Enfin voilà, on peut le faire en 1 heure si le groupe se sent motivé pour faire ça 1 heure, mais on peut le faire 30 minutes. Après, en dessous de 20-25 minutes, ce serait dommage de pas… Enfin, voilà, ce serait beaucoup trop court pour assimiler ne serait-ce que les règles, je trouve. Alors, Patricia qui proposait aussi que l'animatrice puisse noter peut-être la question de Socrate sur une ardoise au tableau, pour la soumettre aux autres enfants. Elle nous dit aussi qu'elle prévoyait de le tester demain ou vendredi avec les 2 groupes d'enfants qu'elle accompagne dans le cadre du classe. Oui. Bah, je trouve que c'est intéressant de matérialiser les questions. Enfin, c'est ce qu'on faisait à la maison de la philo. C'est Johanna Hawken qui a un peu introduit justement ce moyen-là de pouvoir s'arrêter sur la question pour y réfléchir et justement se concentrer davantage, oui. Une remarque aussi de Roswitha qui disait que oui, c'est vrai que le changement de question pouvait peut-être aussi perturber la réflexion des participants. Réponse à une question antérieure, pas assez de temps pour réfléchir pour la nouvelle question, mais qu'elle aime beaucoup cet outil et qu'elle va le tester pour faire un bilan d'un cycle de 10 ateliers avec les grandes sections maternelles. Ils aiment beaucoup la marionnette Socrate et voilà. Ça peut aussi les inciter encore plus à incarner le philosophe et à poser des questions, le fait d'utiliser la marionnette. Ouais, c'est un enjeu pour les plus petits cet outil parce que c'est pas toujours évident pour les maternelles de savoir ce qu'est une question en tant que telle. Souvent, quand on leur demande est-ce que tu as une question, ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre une affirmation et une question. Et donc, c'est un challenge en tout cas, mais c'est bien si c'est après un cycle justement de 10 ateliers avec eux. Ça permettra de voir s'ils arrivent justement à distinguer. Et là, comme on disait tout à l'heure, de pas forcément entrer dans une profondeur d'une thématique, mais en tout cas d'évaluer le fait qu'ils arrivent en tout cas à être conscients de ce que c'est une question et de la distinguer d'une affirmation. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions à votre tour ou des choses à partager il y avait aussi une question d'Esther qui se demandait si cette forme peut entraîner une prise de parole chez certains enfants qui parlent peu ou habituellement en philo. Alors, pardon, j'ai mal entendu. Est-ce que du coup, cette forme peut entraîner une prise de parole chez des enfants qui habituellement parlent peu dans les dialogues philo? Alors, je dirais que c'est à peu près, on va dire, à l'identique, malheureusement, parce que ça nécessite quand même, c'est un moyen d'expression quand même où tout le monde, si justement l'enfant si c'est par timidité qu'il n'intervient pas pendant les ateliers philo, moi je pense que ça reproduira la même chose malheureusement parce qu'on est dans une voie d'expression. Après, comme on disait, le fait de passer par des outils de médiation où on peut en tout cas, même s'il n'est pas obligé enfin, en tout cas, s'il ne souhaite pas le dire devant tout le monde, mais en tout cas, le dire à quelqu'un d'autre qui puisse l'incarner à sa place. Mais voilà, c'est aussi inclure le fait qu'il puisse s'exprimer autrement, peut-être en écrivant la question. J'ai entendu que tout à l'heure, on pouvait écrire la question, mais également en donnant, en voulant intervenir, mais par exemple, en donnant sa réponse individuellement à l'adulte ou à un autre enfant qui répétera plus fort son idée ou sa question. Moi, je pensais aussi au dispositif, là, notamment aux évolutions possibles. Et sur le côté ludique, en tout cas, ça m'a fait penser à parce qu'on parlait du fait, on parlait des arguments, que ce serait bien aussi de pouvoir amener des arguments, je me dis, ça pourrait presque être intéressant aussi toujours en partant de ce dispositif-là, imaginer que les élèves aient, je sais pas, un jeu de cartes ou un jeu
différentes cartes, exemple, question, argument, exemple ou contre-exemple, hein, on va dire, ou argument ou contre-argument, et que finalement, il joue une carte pour inciter les autres. Je sais pas, il joue sa carte exemple, et donc aux autres peut-être de pouvoir proposer un exemple en rapport avec ce qui vient d'être dit. Et par contre, une fois qu'il a joué sa carte exemple, il ne pourra pas la rejouer. Il faudra qu'il ressorte un autre élément la fois d'après. Mais ça pourrait être intéressant, du coup, pour ne pas avoir seulement que des questions ou que des réponses. Oui, d'avoir plusieurs habiletés de pensée, plusieurs gestes de pensée. Oui, mais ça existe déjà, en tout cas, ces jeux de cartes, oui, sur ces habiletés de pensée. Oui. Mais intégrer du coup dans le dispositif. Pouvoir les conscientiser au moment où ils interviennent, en tout cas, qu'ils puissent nommer ce qu'ils font quand ils interviennent. Ouais. Martine a levé la main. Martine, je vous écoute. Je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire Nicolas. Là, je me dis qu'on peut aussi imaginer que Socrate, il décide, quand ils se connaissent un peu, de dire je voudrais un argument, ou je voudrais un contre-argument, ou je voudrais un exemple. C'est lui qui dit je donne la parole pour un exemple, je donne la parole pour un argument, je donne la parole pour un contre-argument. Et quand ils arrivent à un stade où ils savent ce que c'est qu'un argument, un exemple, un contre-argument, mais c'est vrai que je reprends ce qu'il dit, on peut aller encore le moduler encore un peu plus loin, quoi. Oui. Ouais. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut le proposer plusieurs fois? Est-ce que toi, tu l'as déjà proposé plusieurs fois à un même groupe? Oui, j'ai déjà proposé plusieurs fois, mais justement, parce qu'il y avait une première fois où il y avait besoin d'intégrer les règles, enfin voilà, du jeu, et de pouvoir aussi évaluer comment pour pouvoir apprécier justement l'évolution de ce jeu, des prises de parole et de l'interactivité entre les participants. Et en général, ça fonctionne assez bien quand on réutilise ça, quand on se dit, voilà, on peut le réutiliser après 5 séances, ou se dire, avant chaque vacances, on fait une séance justement sur ça, et je pense que ça va motiver aussi les enfants qui étaient peut-être frustrés de ne pas avoir pris suffisamment la parole lors du jeu, à pouvoir se relancer dedans et de vouloir bien faire parce qu'ils veulent bien jouer. En tout cas, merci beaucoup de vos retours. C'était très intéressant. Et puis, j'espère en tout cas que vous allez pouvoir vous saisir, vous allez pouvoir apprécier l'utilisation de cet outil, vous allez pouvoir le moduler comme vous voulez, l'adapter à vos groupes, c'est le but. Et puis n'hésitez pas en tout cas à en faire, à tester, retester et à le faire évoluer. Et puis, si vous voulez faire d'autres partages d'expériences sur cet outil, voilà, moi, je peux laisser éventuellement mes coordonnées, mon mail, s'il y a besoin, en tout cas, si vous avez des questions également. Voilà. Merci beaucoup, Julia. En tout cas, c'était très riche. Puis, c'était chouette d'avoir un petit peu de pratique aussi en direct. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion, du coup, d'en faire. Donc, c'était chouette de pouvoir renouer avec la pratique. Je pense que ça a donné pas mal d'idées, en tout cas aux participants qui étaient présents. Et puis, ça mûrit au niveau de la réflexion sur comment le réutiliser, le réadapter, le détourner voilà, enfin, en tout cas, se l'approprier en fonction de ses besoins. Je pense que ce sera utile pour tout le monde. Moi, je voulais juste préciser que j'ai mis du coup dans le chat le philo-kit qui a été fait par le Centre d'action laïque de Charleroi, qu'on évoquait, et où il y a bien 85 cartes avec les habiletés de pensée. Et il y a 4 manières aussi mais nous, on l'avait déjà proposé en formation avec Nicolas, où il y a 4 manières de jouer à ce jeu, et ça peut complètement compléter en fait ton dispositif, Julia. Et une des 4 manières, ça s'appelle justement Socrate a dit. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est la 2e manière en fait de jouer au jeu. Là, dans les 2 liens que je vous ai mis, en fait, c'est le premier, il est sur
sur les 4 manières de jouer, et les autres, c'est les 85 cartes d'habileté de pensée. En tout cas, ouais, voilà. Donc, merci beaucoup, Julia, hein, pour. Merci à vous présentation. tous. Ouais, merci beaucoup, Julia. C'était vraiment excellent. Donc, les prochains rendez-vous, donc ce sera avec Jean-François Goubet le 29 mai, mercredi 29 mai, qui nous parlera des méthodes, en tout cas pour philosopher avec les enfants. Donc, d'autres méthodes encore peut-être que vous allez découvrir. Oui, c'est des méthodes peu connues et qui sont souvent utilisées à l'étranger, en Allemagne, en Italie. Enfin, voilà, ça va être assez original aussi. Jean-François Goubet, qui est prof d'université à Lille en philosophie. Vu qu'on a beaucoup parlé de jeux aujourd'hui, c'était une bonne aussi introduction à ce qui va suivre avec Pauline Stabo, qui va développer justement la partie jeu et philosophie, puisqu'elle a développé aussi pas mal d'activités en rapport avec le jeu, la ludopédagogie et la philosophie. Donc ça, on l'attend aussi avec impatience. Ce sera ça tombera en même temps que les rencontres ludopédagogiques organisées par Canopé, sur lesquelles vous trouverez énormément de webinaires, d'animations aussi dans les différents ateliers sur la ludopédagogie de manière générale. Pour nous, ce sera le jeu et la philosophie. Et on clôturera l'année le 26 juin avec Amélie Pincé sur philosophie en s'amusant. Donc Amélie Pincé qui devait déjà venir l'année dernière, qui n'avait pas pu, et qu'on recevra du coup pour clôturer le parcours de cette année, quoi. Bon, écoutez, il est 16h05. Je vous propose qu'on s'arrête ici et puis qu'on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Hein. C'était génial. Merci à vous, merci infiniment, Julia, et très bonne fin d'après-midi à vous, et à dans 15 jours avec Jean-François Goubet. À bientôt.